bienvenue chez moi. Aujourd'hui on va parler un tout petit peu tricot et beaucoup couture parce que j'ai déjà tourné un épisode de podcast au début de semaine et qui ne faisait que tricot, et donc là j'ai beaucoup de choses à vous montrer en couture. Mais beaucoup, mais c'est plusieurs fois le même modèle parce que j'aime bien faire 2 fois la même chose, voire 3 fois des fois. Donc voilà, je suis Swazik et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudonyme Lirbis. Voilà, aujourd'hui nous sommes le vendredi 21 ou 22 janvier, je ne sais jamais, 22 janvier. Et il fait très moche, très gris, et j'espère que la lumière sera pas trop mal. Voilà. Et puis on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Je sais pas. On va juste faire une mini partie tricot parce que un patron dont je vous ai parlé la semaine dernière est enfin sorti aujourd'hui, il y a 2 jours, et donc je suis ravie de pouvoir vous en parler parce que ça m'a tenu en haleine pendant quelques temps. Mais avant de vous parler de ce nouveau tricot, je fais juste un tout petit point sur ce que je porte, et j'en profite pour vous montrer donc le fameux gilet Maonia dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, donc il y a 4 jours, parce qu'en fait j'ai eu le temps d'aller en magasin pour lui trouver des boutons. Ça je le porte aujourd'hui. Voilà, regardez comme ils sont trop beaux. Je crois que c'est une sorte de nacre. Enfin au dos ça fait nacre. Et voilà. Et donc pour la petite histoire, je suis allée en mercerie à Lyon. La mercerie du Liseron pour les Lyonnaises ne prenait plus les cartes bleues et il y avait une queue de 15 personnes dehors. Vous dites bon, ça va être compliqué. La droguerie était fermée pour inventaire, donc il ne me restait plus que l'atelier de la création. Et heureusement, ils avaient les boutons de la bonne couleur. Voilà, donc c'est le gilet Maonia de Marie-Amélie Design que j'ai tricoté entre cet été et il n'y a pas longtemps en Holzgarn Coast coloris Dark Apple. Et j'aime beaucoup, très bien. Et vous voyez, il me va bien. Hein. Je crois que je ne vous l'avais pas montré porter la dernière fois. Les manches sont un poil serrées, je trouve. Mais bon, avec un... Là, vous voyez, j'ai un petit top dessous du commerce, hein, bien sûr. Et ça va. Mais vous voyez, on voit quand même vite le tissu dessous. Mais à part ça, oui, il tombe bien. Nickel. Et hop, un gilet vert que je n'avais pas du tout dans mon placard. Voilà. Et donc, je vais pouvoir vous parler... Je passe ma vie à bouger dans ce podcast, c'est horrible. Et ben, je vais vous parler d'un tricot fini. Et après, on passera à la partie couture. Donc il y a 2 jours est sorti un patron qui m'a bien occupé septembre, octobre, novembre. Je vous en ai un peu parlé dans le podcast d'il y a 4 jours, mais je vais le refaire parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, et puis voilà, j'aime bien parler pour parler. Donc, on va parler de The Woolly Skein, qui est une teinturière de laine indépendante lyonnaise qui s'appelle Angélique, de son vrai nom. Que je fréquente dans un tricoté. Je vous refais des coucous les filles du tricoté et je vous redis qu'on ira boire des mojitos. Voilà. En fait j'ai l'impression d'avoir tourné... En fait j'ai tourné un podcast vendredi dernier que je n'ai pas enregistré, où je faisais des tricots couture en même temps, et je vais remarquer qu'il était trop long et je l'avais déjà enregistré. J'ai déjà dit ça vendredi dernier dans le vent. Je l'ai redit lundi quand j'ai retourné mon épisode spécial tricot, et là je le redis. En fait j'ai l'impression que je passais ma semaine à tourner des podcasts, ce qui est fou, mais c'est pas loin. Donc bref, Angélique. Angélique m'a demandé, après moult histoires de l'hiver dernier, je voulais savoir avec qui elle allait bosser cette année, ses collabs et tout, m'a proposé cet été de tricoter un sample, donc un prototype, pour un patron de sa box de Noël, qui sortait à Noël 2020, donc il est déjà sorti. Donc je dis oh, bien sûr, hein, pas de problème. Donc le principe c'est qu'elle me donne la laine, j'ai fait partie du test de ce patron, j'ai tricoté un pull donc dans la taille qu'elle souhaitait, et ensuite je lui ai donné. C'est son prototype qu'elle utilisera pour des photos, j'imagine, et pour des salons. Oui, il y aura des salons un jour, on y croit. Et peut-être dans son atelier pour l'exposer et tout. Et donc, j'ai fait le test du patron qui s'appelle Daphné. La designeuse, c'est Nail, qui est aussi une designeuse lyonnaise. Et voilà.
Donc dans une laine magnifique qui est la démoniaque, qui est une laine à base de yak. Voilà. Alors j'ai dû couper l'étiquette, je vous montre pas le coloris parce que, enfin, je vous montrerai après. Donc ça c'est le sample que j'ai tricoté en septembre-octobre. Donc la yak elle a mérino, soie yak. Bah, lui qui fait toujours très bien les mises au point. Pour travailler aujourd'hui, c'est le week-end. Si avec un peu de chance on pourra aller faire de la luge à la montagne avec les enfants. Vous vous en fichez, mais voilà. Bon bref, 60% mérino, 20% yak, 20% soie. C'est une base très très agréable à tricoter. Je l'ai tricoté en bleu marine de Sample. Et quand on s'est vu fin octobre pour le dernier tricoté de 2020, je lui ai donné son sample. Et en échange, c'est ce qui se fait couramment dans le milieu, j'ai envie de dire, même si c'est pas très courant, elle m'a donné, pour compenser le temps que j'ai tricoté pour elle, le même nombre d'écheveaux dans la même base. Donc j'avais tricoté, gros il faut 4 écheveaux pour ce pull, donc j'ai reçu en échange 4 écheveaux en démoniaque et j'avais choisi le coloris espiègle que vous voyez là, qui est un très très beau rose, rose lit de vin, j'ai envie de dire, vieux rose mais foncé. Il va pas faire la mise au point aujourd'hui. Bon bref, espiègle. Voilà. Je sais pas du tout comment ça ressortira les couleurs aujourd'hui. Magnifique, la laine est très douce grâce au yak, très lumineuse grâce à la soie, et c'est un fil qui est vraiment très retordu. Elle est pleine de petites nuances très jolies. C'est un fil très retordu qui donne une définition de point assez exceptionnelle. Vous voyez bien avec les nuances. Quand je tricotais le sample, donc en bleu marine, j'ai halluciné de voir. On avait l'impression que mon tricot était déjà bloqué au moment où je le tricotais. Alors, je vais m'envoyer des fleurs parce que j'adore. J'ai une manière de tricoter serrée et quand même très régulière parce que je tricote depuis longtemps et que j'ai un geste vraiment mécanique et j'ai toujours... voilà, mon tricot de base est très régulier. Donc, j'ai l'habitude d'avoir des mailles régulières avec une jolie définition. Mais alors, avec cette laine-là, limite, j'avais même pas besoin de le bloquer. Enfin, c'était... Et j'en avais discuté avec d'autres filles du test qui avaient cette laine là aussi, et elles avaient le même avis que moi en disant c'est une laine qui a vraiment une belle définition, qui est très retordue. Moi j'adore les laines très retordues comme ça, elle est très agréable à tricoter, elle glisse avec le côté soie, mais pas plus que... Enfin moi quand je tricote serré ça m'arrange. Voilà, très jolie laine. Donc j'ai fini le sample, j'ai récupéré 4 écheveaux de ce coloris espiègle, et qu'est-ce que j'ai tricoté avec? Et ben j'ai retricoté Daphné, le petit pull, parce qu'en fait j'avais kiffé et je vous dis mais il m'en faut un, c'est obligé. Et donc celui que je vous montre, c'est celui que j'ai gardé, c'est le deuxième que j'ai tricoté. Donc c'est quand même, en fait c'est un pull croisé, c'est presque un gilet en fait. Voilà. Alors bon, là ça s'affaisse parce que c'est tenu que par les boutons. Donc en fait le principe c'est qu'on va tricoter un cache-cœur, donc un gilet en aller-retour, en forme de cache-cœur, donc on a forcément beaucoup de mailles parce que le devant on le tricote 2 fois et après on le ferme avec des boutons. Donc les boutons sont cousus, prennent les 2 épaisseurs et c'est les boutons qui tiennent le cache-cœur. Donc après c'est vraiment un pull, hein, on peut plus l'ouvrir, il n'y a pas de boutonnière, les boutonnières ne sont pas prévues dans le modèle, c'est un pull qu'on tricote comme un gilet. C'est quand même, ça te demande quand même un petit peu de travail. En effet, ça demande, en général, moi pour un gilet ou un pull, je consomme 2,75 écheveaux. Lui, il faut 3,50 écheveaux en 38-40. Donc il consomme quand même plus de lait. Mais j'ai tellement adoré le modèle qu'il m'en fallait absolument un pour moi. Et en plus cette laine, enfin Nale Solène a designé ce pull pour cette laine. Cette laine est fantastique, elle est douce, elle est agréable, elle est lumineuse. Donc j'ai envie de dire banco quoi. Donc voilà, septembre, octobre, novembre, j'ai tricoté 2 fois le même pull. Hein, que vous verrez peut-être sur le compte de The Woolly Skein. Si vous voyez passer une photo du Daphné en bleu marine, bah, c'est moi qui l'ai tricoté. J'adore me dire ça, même si on s'en fiche en vrai. Alors, le Daphné. Par où commencer? Nail, je sais jamais comment ça se dit, fait toujours des patrons avec beaucoup de détails, des belles finitions et elle travaille vraiment. Elle sort très très peu de patrons parce qu'elle travaille vraiment ses patrons. J'en ai tricoté
J'avais commencé le pull Mimosa que j'avais presque entièrement fini, que j'ai totalement détricoté parce que ça n'allait pas. Je l'avais fait en fingering alors qu'il fallait le faire en déca, mon échantillon était mauvais, ma taille était mauvaise, bref voilà. Mais j'avais quand même tricoté le pull. Et ensuite j'ai tricoté le pull Chardon qu'elle avait sorti dans le The Woolly Woo, que j'ai beaucoup modifié, mais qui était vraiment... on sentait vraiment la recherche quoi derrière. Balance pas des patrons toutes les 2 semaines pour engranger quoi. Alors, ce qui caractérise Daphné, ce sont ces emmanchures qui sont vraiment magnifiques. Donc des emmanchures marteau, avec tout un jeu d'augmentation très particulier qui dessine cette ligne là d'épaule que je trouve mais vraiment magnifique. Voilà, donc on a un type d'augmentation ici, un deuxième type ici et encore un troisième ici. Et donc on a la même chose dans le dos. Donc tous ces rangs d'augmentation sont quand même, surtout sur la fin, très longs. On est en aller-retour, c'est du jersey en droit, donc il n'y a rien d'intéressant à faire à part les augmentations. Mais le résultat en vaut vraiment, vraiment la chandelle. Le coup, le jeu. Vous mettez le mot que vous voulez après. Et elle a, dans son patron, elle a tout un système de petits schémas techniques très bien fait pour savoir où mettre les marqueurs pour les augmentations et où augmenter par rapport aux marqueurs, parce que suivant le type d'augmentation qu'on fait, si on est en première, deuxième, troisième ou quatrième étape, je crois qu'il y a 3 ou 4 étapes d'augmentation pour les emmanchures, on n'augmente pas, des fois on augmente avant le marqueur, des fois on augmente après, des fois on augmente les deux. Donc elle a bien indiqué sur des petits schémas, c'est très clair, parce que tout est expliqué en rang par rang, on va dire, enfin il n'y a pas de diagramme parce qu'il n'y a pas de motif, mais il y a ces petits schémas pour chaque étape d'augmentation. Donc en fait, une fois que vous avez compris le principe, vous lisez une fois le rang par rang, et après vous n'avez plus qu'à regarder si vous oubliez, bon, on le fait tellement de fois qu'on n'oublie pas, le petit schéma pour savoir où faire vos augmentations par rapport aux zones marqueurs et quel type d'augmentation. Donc ça, j'avoue, c'est vraiment super pratique, et je me dis mais tous les patrons devraient avoir ce genre de petit schéma pendant les augmentations. Voilà. Donc comment on fait? On monte des mailles, jusqu'à là c'est logique, en ayant genre 2 mailles pour le demi-devant, les mailles des épaules, mailles du dos, tac, mailles des épaules et puis 2 mailles du demi-devant. Et après on va commencer le jeu d'augmentation. Donc au début les épaules n'augmentent pas, hein, on augmente vraiment, regardez, voilà, c'est trop beau. Franchement je suis tellement... Rien que pour ça j'étais prête à recommencer tous les jeux d'augmentation. Mais regardez comment c'est... Oh, moi je trouve ça magnifique. Dans cette laine là, on voit vraiment, vraiment, vraiment bien les jeux d'augmentation. On a presque l'impression que ça a été cousu par rapport à ça, ou relevé. On a l'impression que, on a l'impression que cette partie-là a été relevée sur celle-ci. Et non, en fait, c'est juste un jeu d'augmentation. Donc ça c'est l'endroit, l'envers. Voilà, c'est juste un jeu d'augmentation vraiment à des endroits bien définis par Solène, qui donne cet effet-là, et je le trouve magnifique. Je suis fan. Donc voilà, donc en gros, et après on augmente, on fait les augmentations d'encolure et les augmentations donc, des emmanchures, donc je crois que ça s'appelle des manches marteau, donc quand c'est tout droit et qu'après ça s'évase. On continue, on continue, donc on a de plus en plus de mailles sur les aiguilles parce on augmente de chaque côté pour faire ce cache-cœur, on augmente les mailles d'épaule, des emmanchures. Et voilà, donc à la fin on a beaucoup de mailles. Et quand on arrive au moment de la séparation des manchets du corps, on est content parce que ça commence à faire quand même beaucoup de mailles. Alors la manche est très très large, l'emmanchure est très haute, très profonde. Je trouve personnellement que Daphné taille grand. Je l'avais tricoté en 40 pour Angélique de The Woolly Skein. Lui, je ne sais plus ce que j'ai fait comme taille, je suis désolée. Je sais pas si j'ai fait un 38 ou un 40, et comme j'ai jamais imprimé le patron, j'ai toujours laissé sur mon téléphone, j'ai fait aucune annotation dessus, je ne sais plus. J'avais noté dans le test que pour moi je me retricoterais un 38, mais est-ce qu'au moment de le faire, j'ai totalement oublié, je suis repartie sur un 40 ou j'ai vraiment fait un 38? Je sais plus. Mais c'est le seul petit point négatif de Daphné, il taille vraiment grand. Mais un peu dans tous les sens. L'avantage de Daphné, même s'il taille un peu grand, c'est qu'en fait on ne fait pas de boutonnière pour les boutons. Alors lui là, faut que je le découse hein, parce qu'il part en cacahuète, enfin, il est mal cousu. On ne fait pas de boutonnière, on coud les boutons à la fin, donc en fait on peut essayer le gilet sur soi. Allez, à ce moment-là c'est encore un gilet, déterminer où mettre les boutons et on coud les 2 épaisseurs ensemble. Donc moi au début j'avais cousu les boutons
en alignant vraiment les côtés, là, en faisant des côtés très droits, et c'était vraiment trop large. L'encolure baillait, au niveau du cou ça baillait, j'aimais pas le... J'ai décousu les boutons et j'ai resserré les pans. En fait le corps est légèrement comme ça, et donc ça a resserré l'encolure, et puis ça a remonté en fait le niveau du cache-cœur. Le cache-cœur avant était ici, ça l'a remonté comme ça, et ça fonctionne. Je trouve juste qu'au niveau des emmanchures, je pense que vous le verrez sur les photos, puis j'essaierai de vous le montrer en vidéo, il y a un petit peu trop de matière ici, mais en même temps, je pense que c'est le look du modèle. Voilà. Mais si vous hésitez entre deux tailles, je vous conseille de prendre la plus petite. Voilà, hein, il y a quand même une bonne hauteur d'emmanchure, il y a de quoi caser beaucoup. Moi, je pense que je peux mettre 2 bras dedans. Facile. Voilà. Hein, par rapport à celle-là, ouais, facilement 2. Donc bref, on arrive à la séparation des manches, donc on met les mailles des manches en attente, et après on continue le corps. Donc on continue les augmentations d'encolure, et puis tout le reste, bon, c'est tranquille quoi, tac. On continue jusqu'à une certaine hauteur donnée par Solène, et ensuite on continue tout droit, et après on fait des côtes cartouchières. Donc je connaissais pas du tout les côtes cartouchières, c'est vraiment une découverte. C'est en fait des principes de mailles glissées sur du point mousse. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est dans les explications, hein, vous les trouverez, voilà, c'est des... Donc en fait, de loin, ça fait vraiment côte. Mais en fait, là au milieu, c'est du point mousse. Et il y a même, en fait, il y a... Donc on a, ça c'est une maille glissée, une maille de point mousse, une maille glissée qu'on voit de l'autre côté, une maille de point mousse, une maille glissée. Et quand je retourne, bon, bah, c'est totalement réversé, mais en fait, ça donne un... C'est texturé en fait, ces mailles glissées et ce point mousse donnent des petits reliefs et des creux. C'est pas... de loin ça ressemble à des côtes, mais en fait ça a pas... C'est pas comme des côtes. Alors après c'est pas très élastique hein, comme type de côte, comme c'est du point mousse, mais ça suffit largement. Donc j'ai découvert les côtes cartouchières, j'ai adoré. Et pour le rabat, donc on fait un temps de centimètres de côtes cartouchières, et le rabat propose un rabat spécifique, islandaise, finlandaise, napolitaine, là je sais plus, je suis désolée Solène. Et j'ai essayé, donc le sample, le bleu marine, je l'ai exactement fait comme le modèle, j'ai rien changé, j'ai fait le montage de mailles conseillées, le rabattage de mailles conseillées, tout, parfait. Le rabattage, j'ai dû me reprendre à 3 ou 4 fois pour arriver à avoir quelque chose de potable parce que je tricote très serré. Mon rabattage est toujours trop serré, donc j'ai ma technique qui fait que j'arrive à avoir un rabattage très souple qui me va. Mais avec le rabattage proposé par Solène, j'ai dû me prendre à 4 fois pour essayer d'avoir un rabattage souple qui ne resserre pas les côtes et le corps. Donc pour celui-ci, je n'ai pas fait le rabattage proposé par Solène. Sincèrement, je vois pas ce que ça a apporté en plus, pour moi, pour ma façon de tricoter. C'était compliqué pour avoir un rabat régulier et souple, et la finition, au niveau esthétique, j'ai pas trouvé ça... mais enfin, ça valait pas le coup de tous les efforts que j'ai fait. Mais comme c'était le sample, je l'ai fait. Après, je suis contente d'avoir appris une nouvelle méthode de rabattage, ça a confirmé que celle que j'utilise me va très bien et que je vais la continuer. Mais voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que Solène propose des choses, voilà, les côtes cartouchières, la méthode de rabattage, ça change et j'aime beaucoup. C'est vraiment bien pensé. Après, elle nous fait relever, ou je sais plus quand, mais bon, on relève les mailles pour l'encolure. Et en fait, toute cette zone-là, qui fait tout le tour du cache-cœur. Je crois qu'elle nous fait faire des côtes 1-1 dans son modèle, ou 2-2, je sais plus, donc c'est ce que j'ai fait pour le sample, mais je n'ai pas fait ça pour mon modèle. Je les ai fait en côte cartouchière, parce que j'aime beaucoup, et j'aime bien avoir une certaine unité dans un modèle, j'aime pas avoir 4 finitions différentes. Et ensuite, il faut savoir que pour l'angle ici, là, au moment où on arrête les augmentations d'encolure, elle ne dit rien de particulier, il n'y a pas de maille montée en plus pour bien suivre l'angle. Donc si vous voulez un angle, on va dire pointu là, il faut... Moi j'ai rabattu, alors au moment des côtes, j'ai rien fait de spécifique, hein. Enfin j'ai bien relevé une maille dans l'angle,
pour bien marquer l'angle. J'avais laissé un nanomarqueur pour vraiment bien le marquer. Et au moment du rabattage, ici là, juste sur l'angle, j'ai rabattu extrêmement souplement. Parce qu'il y a des filles du test qui avaient rabattu, je pense, normalement tout le long, et l'angle était vraiment arrondi. Alors si vous voulez faire un bel angle pointu, il faut vraiment faut rabattre très souplement pour que les mailles puissent vraiment faire l'angle. Voilà. Et l'encolure, je les rabats très serrés pour éviter qu'elle baille. Mais bon, en même temps, les codes cartouchières ne sont pas très élastiques. Donc voilà. Et ensuite, on fait les manches. Alors, le patron, c'est des manches qui s'arrêtent en dessous du coude. Moi, j'ai fait des manches longues. Donc, pour le patron, on tricote tout droit sur X centimètres. Donc, ça, on arrive au-dessus du coude. Tout droit sur ça. Voilà. C'est beau, hein, le changement de pelote. Bon, en vrai, il se voit pas du tout. Donc, tout droit sur tout ça. Alors, en même temps, on se prend pas la tête à compter les augmentations, les diminutions. On tourne en rond. Mais il y a quand même beaucoup de mailles. Mais c'est très joli parce que ensuite on arrive ici, on fait un gros rang de diminution. Et après on va tricoter, donc je crois qu'on divise les mailles par 2 ou 3 facilement, 3 peut-être. Et après on tricote genre 5 cm de jersey endroit. On fait un rang de jersey envers, on retricote 5 cm de jersey endroit et ensuite on rabat et donc on tricote les, je sais pas moi, 30 cm tout droit, après on fait le rang de diminution, après on passe un câble, c'est ce qu'elle a mis je crois à la fin dans son patron parce qu'on a un peu cherché des manières de faire. On passe à câble, on fait 5 cm de jersey endroit, un rang de jersey envers, 5 cm de jersey endroit, on replie grâce au rang de jersey envers et on vient rabattre les mailles en prenant les mailles du câble. Et en fait ça fait un poignet doublé. Voilà. C'est très joli comme finition. Ça donne un côté très bouffant jusqu'ici. Vraiment, j'aime beaucoup. Mais j'ai pas fait ça sur ma manche à moi parce que c'est un gilet qui tient chaud quand même. Il est doublé, il y a du yak. Enfin, c'est un cache-cœur, donc il y a double épaisseur devant, il y a du yak. Je trouvais ça pas, pour moi personnellement, pas très pertinent d'avoir des manches 3/4 sur un gilet qui tient chaud. Alors sur un petit gilet plus de demi-saison, voire d'été, c'est très joli. Mais voilà, donc je n'ai pas fait ça sur le mien. Moi j'ai fait des manches longues, en faisant quand même des diminutions parce que fallait pas quand même abuser en termes de largeur de manche. Au niveau du coude, c'est très joli d'avoir une manche très large qui bouffe vraiment ici. Je vous mettrai peut-être les photos de Solène de Nelle pour voir l'effet vraiment qui est, je trouve très joli. Mais sur une manche longue, avoir un truc énorme ici, moi ça m'intéresse pas. Donc j'ai fait quelques diminutions, mais vous voyez c'est pas énorme. Après j'ai fait le même rang de diminution préconisé par le patron, donc j'ai quand même beaucoup réduit. Et après j'ai fait des codes cartouchières parce que je trouve ça très joli. Enfin au niveau des poignets c'est plus agréable que le double truc proposé par Nal. Donc là, je fais des codes cartouchières en rond. Donc j'ai cogité pendant 2 minutes 30 pour changer légèrement les points, parce que sur les autres, on les fait en aller-retour. Le point mousse en aller-retour, c'est toujours des mailles en droit, mais le point mousse en rond, c'est un rang de mailles en droit, un rang de mailles en vert. Bon, c'est pas très compliqué, on s'en sort bien. Et voilà. Et petite astuce pour les codes cartouchières, non pas de petite astuce, voilà, donc ça fait ça. Je m'étais un petit peu emballée quand j'ai tricoté la manche, puisque j'ai dû la réduire de 6 cm. En fait j'ai tricoté mes deux manches, enfin ma première manche, j'ai fait mes rangs de diminution, mes poignets en code cartouchière, j'ai rabattu les mailles, j'ai fait la deuxième pareil, et au moment de l'essayer, à m'arriver ici. Et enfin, comme le poignet est très resserré, le poignet m'arrivait là, et il y avait tellement de matière en trop que ça repassait par-dessus le poignet qu'on ne voyait plus, c'était horrible. Donc j'ai tout détricoté et j'ai enlevé 7 cm je crois de manches tellement... Mais je m'étais emballée quoi, j'étais allée, oh j'ai plein de laine, soyons fous, faisons des manches longues. D'ailleurs celles-ci sont un petit peu courtes, hein. 6 à 7 cm j'ai enlevé, donc j'ai tout défait, j'ai refait les poignets en code cartouche. Voilà. Donc j'ai fait des manches longues et surtout je vous l'ai pas dit, mais j'ai fait un corps sur cette version là plus court que la version de Nal. J'ai fait un cropped parce que je le voyais vraiment bien sur des robes et des jupes, et en effet ça va super bien sur des robes et des jupes. Donc sa version à elle arrive au niveau de la ceinture du jean, donc c'est quand même à la taille on va dire,
taille basse, hanche, le haut des hanches. Donc c'est un peu plus court qu'un gilet comme ça. Mais c'est pas crop, donc c'est vrai que sur des jupes ou des robes taille normale, c'est un peu long. Donc moi je l'ai quand même bien raccourci, et donc j'ai arrêté les augmentations d'encolure plus tôt pour avoir assez de hauteur droite. Et c'est pas plus mal parce que comme je l'ai resserré, sinon... En fait au début j'avais continué, j'avais pas fait gaffe, et en fait ça s'arrêtait par ici les augmentations d'encolure dans le patron initial. Donc j'avais pas assez d'espace pour mettre les boutons. Et c'est aussi ce côté droit du cache-cœur que je trouve très joli, très féminin avec ses boutons. Donc moi j'ai fait une version cropped qui me va parfaitement, je pense que vous l'avez vu en photo sur Instagram, c'est canon, avec des manches longues et en mettant des cottes cartouchières partout. Voilà, il faut que je recouse le bouton là qui part en cacahuète. Il est super doux. Et est-ce qu'on parle de la laine? Donc voilà, la définition de la laine, elle est... Voilà, c'est magnifique, hein. Ce rose là, je suis fan. Il va aller avec pas mal de robes en fait qui ont des petites touches de rose dedans ou des jupes. Je suis vraiment... j'adore ce truc. Et elle est d'une douceur. Alors elle est un peu poil, mais alors ça ne se voit pas, je trouve. Ça se voit pas du tout. Comme ça là, on voit pas de petits halos de poil, on voit rien. Mais quand j'ai détricoté mes poignets, donc après je remouille la laine en la remettant en pelote, enfin j'humidifie la laine en la remettant en pelote pour qu'elle vrille pas. Et au bout d'un moment j'avais un petit amas de poils qui se faisait autour du fil. Et en fait c'est le yak, parce que c'était des poils assez foncés, donc le yak naturellement est plus foncé que du mérino. Enfin le mérino peut être blanc, et les teinturières partent sur des bases blanches pour teindre. Le yak c'est forcément une base un peu grise. Et donc j'avais un petit amas de poils gris-noir qui se formait à force parce que je lissais le fil comme ça, et au bout d'un moment j'avais un amas de poils autour que je devais enlever régulièrement. Donc il y a quand même un petit poil. Et je sais pas si ça se voit, je pense que ça se voit un petit peu. On le voit très légèrement là. Il est un peu noir, c'est un amas de poils. Ce petit poil, oui, on le voit bien là, je trouve ici là. Dans cette zone là on le voit pas mal. Et c'est le yak qui fait ça. Donc, à voir comment ça vieillit. Parce que j'avais un truc en yak je crois, que j'ai donné à mes belles-sœurs parce qu'il me tenait beaucoup trop chaud. Il peluchait à mort. Mais je crois que le yak peluche beaucoup. Mais là comme il n'y a que 20% de yak dans la laine et 60% de mérino, on verra. Donc ça c'est mon dessous de manche. Bon après je l'ai pas... J'ai porté à peine une journée. Donc je sais pas, c'est... représentatif. Voilà, mon Daphné. Vraiment un chouette patron. Alors faut quand même s'accrocher parce qu'il y a des rangs en aller-retour qui sont nombreux et longs. Mais ça vaut vraiment le coup. Il est vraiment calme. Et personnellement je le préfère en version courte qu'en version... je préfère ma version courte à la version un peu plus longue de Soleil. Voilà, j'ai quand même tricoté 2 fois et je suis super contente. Et en fait j'ai pas beaucoup porté de robe ou de jupe cet été, cet hiver, parce que j'avais pas de pull ou de gilet court pour aller avec. Et ça c'est chose faite. Et je suis en train d'en tricoter un autre, mais ça va. Donc je viens de passer à peu près 1 heure sur le tricot, alors que j'ai dit que ça irait vite. On va passer à autre chose, hein. Ah oui, donc Daphné est disponible sur Ravelry, ça y est, Solène l'a sortie de manière indépendante, hors box de Noël de The Woolly Skein et Apollonie. Voilà, on va parler couture maintenant. Il faut que j'arrive à regarder la caméra et pas mon retour caméra. En fait là c'est mon retour caméra que je regarde, donc je me regarde parler, c'est dans le sens narcissisme, c'est fantastique. Et là c'est ma caméra. Alors, la couture. La couture. On va commencer vite fait par... J'ai cousu des choses pour mon 3e. Mon 3e, c'est un petit garçon qui a 2 ans. Et j'aime beaucoup l'habiller, c'est le dernier hiver où je peux faire ça d'ailleurs, avec des bloomers et des petites culottes bouffantes. Alors, ça se trouve facilement, on va dire, dans le commerce, jusqu'à 18 mois chez Monoprix, 24 mois chez Jacadi, mais encore en général ça s'arrête à 18 mois, et dans d'autres marques un peu type espagnol, j'arrive à en trouver Lola Palacio, Goko, Neck & Neck, voilà, c'est très à la mode en Espagne, pas dire France. Mais alors, passé les deux ans, on n'en trouve plus du tout. Et je trouve que, en fait, je mets ça avec un collant, petite culotte bouffante avec un collant,
Et je trouve qu'il est beaucoup plus à l'aise, alors j'adore le style hein, forcément, il est beaucoup plus à l'aise pour bouger qu'avec un pantalon. Mais bon, l'hiver prochain, il aura 3 ans, il ira à l'école, je pourrais plus du tout lui mettre ce genre de petits trucs quoi. Donc j'en profite à fond. Mais là, toutes celles qu'il avait commençaient vraiment à être petites et serrées. Et fallait bien, mais j'en trouve plus trop dans le commerce, donc j'ai dû lui en coudre. Oh, c'est vraiment... Je suis vraiment une maman qui se donne beaucoup de mal pour ses enfants. J'avais pas cousu pour eux depuis 2 ans. Alors, je regarde un peu tout mon bazar. J'ai pris mes modèles dans Intemporel pour bébé volume 2 de Astrid Le Provost, qui a aussi la marque de patron Citronil. Si vous cherchez des modèles pour enfants, je vous conseille celui-là, mais pas le volume 1 qui est vraiment très mal taillé et un peu pas très intéressant. Le volume 2 est très bien. Alors en fait, en général chez Citronil, c'est trop court et trop large. Donc il faut faire 1 à 2 tailles en moins pour la largeur et 1 à 2 tailles en plus pour la longueur. Mais là, c'est pas le cas. Elle a bien refait tous ces barèmes de taille. Je vous en ai déjà parlé, il y a déjà plein de trucs sur Instagram. C'est très mignon, les photos sont vraiment trop chou. Bon, celle-ci n'est pas chou, mais elle me fait trop rire. Trop mignonne cette petite fille. Alors, j'ai fait mon premier modèle, c'est la culotte bouffante. En fait, elle a 2 modèles qui se ressemblent beaucoup. Elle a la culotte bouffante et... comment elle l'appelle le deuxième, je sais plus. Le trouver. Donc il y a bien sûr beaucoup plus de modèles pour filles que pour garçons, hein, comme d'habitude. Mais bon, on arrive à trouver un peu son... On va faire son petit shopping dedans. Je sais pas où il est. Les tailles, je crois que ça va de 3 mois à 3 ans. Et après, elle a des intemporels pour enfants. Alors, je les ai pas achetés encore, puisque je ne coupe pas beaucoup pour mes garçons. Mais il faudrait, si j'ai envie que je m'y mette. Ah, pareil, les intemporels pour enfants, il y a 2 volumes. Donc, le 1, je pense, est comme le volume 1 des bébés. Et le 2 est comme le volume 2 des bébés, c'est-à-dire... Et l'autre, c'est le bloomer. Je vais y arriver. Donc, il y a la culotte bouffante et le bloomer. Alors, ces photos sont très jolies, mais je trouve qu'on voit pas toujours bien les modèles. Donc voilà, le bloomer, c'est la seule photo qu'on a. Alors, c'est mignon, c'est très joli comme photo, mais bon, en même temps, on voit pas trop comment ça tombe. Hein. Et j'avais un petit peu de mal à voir les différences entre les patrons, entre les modèles. Mais en fait, la différence est très simple. La culotte remonte en haut des cuisses, là. Là, ici, ça remonte. Tandis que le bloomer descend et arrive au-dessus du genou. C'est la seule différence. Alors peut-être le montage est un peu différent. Donc j'ai cousu les deux pour voir. Donc ça c'est la culotte bouffante. Voilà, en velours bleu marine, assez souple. Hein, vous voyez, il prend bien. C'est un tout petit velours, milleré là, très fin, très souple. Donc c'est en 2 ans. Donc vous voyez là. Le cuissou il est là, ça remonte bien. Et le bloomer, on voit bien que les jambes descendent. La culotte aura plus cette coupe là en fait, ici là. Donc ça c'est un petit velours moutarde que j'avais fait des shorts et une barboteuse pour un Noël il y a 2 ans. Pour que les garçons soient assortis. Donc j'avais assez de chute pour me refaire ça. Donc en fait on a une pièce qui va de ici jusqu'au dos. x2. Et alors que la culotte, on a un devant et un dos. Les coutures sont sur les côtés, alors que la culotte, les coutures sont sur le côté, le bloomer, les coutures sont devant, au milieu devant, au milieu dos. Voilà. Donc à chaque fois, non pas à chaque fois, lui, la coulisse d'élastique était très large et j'avais pas d'élastique assez grand, donc j'ai fait 2 coulisses et 2 élastiques et je préfère, ça a un meilleur maintien et ça répartit mieux les fronces. Voilà, un petit élastique aux cuisses, hein. C'est jamais très pratique, très agréable à coudre, mais bon tant pis. Alors que lui, vous voyez, il y a un seul élastique à la taille qui est assez fin et les fronces se répartissent moins bien, je trouve. Voilà, il faudrait que j'essaie de faire une photo quand il porte les deux, pour que vous voyez un peu ce que ça donne sur lui. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme taille? Lui, alors je crois que tous les deux sont du 3 ans. Mais lui est beaucoup plus grand. Donc lui, je commence à peine à lui mettre. Alors que lui, il le porte depuis... il porte la culotte. Vous voyez,
l'entrejambe du motard est plus basse et voilà, ça fait plus gros. Donc lui en début d'hiver je lui mettais mais ça faisait vraiment gros et ça descendait très bas. J'ai un cheveu qui m'énerve. Donc je lui ai pas trop mis. Et là je commence à lui mettre et ça lui va bien parce qu'il a grandi. Et alors que la culotte, je trouve en début d'hiver lui allait mieux. Mais là, en plein hiver, en plus ça fait un peu son manteau en fait. Et aussi long que ça. Donc quand il a un manteau, on voit que des collants. On voit pas qu'il a un truc, on a l'impression que je vais lui mettre un pantalon. Alors que ça dépasse un peu du manteau. Ça doit lui tenir un peu plus chaud quand même. Parce que le haut des cuisses est couvert. Alors que là, le haut des cuisses n'est pas du tout couvert. Donc il faudrait que je leur couse un autre dans ce modèle-là, là, maintenant qu'il est assez grand. Voilà, c'est une petite couture, ça m'a pas pris très très longtemps. Et à chaque fois, je recule le moment de coudre pour lui. Je préfère acheter dans le commerce que coudre pour eux. Parce que j'ai du mal à coudre, je trouve, c'est compliqué. Même si j'ai mon pot couture dans le salon. Donc c'est vrai qu'en fait, je préfère encore acheter dans le commerce que coudre pour eux. Puis bon, ils ne mettent pas fort. Ils commencent à mettre les vêtements une grosse saison, mais des fois, quand je vois dans l'état dans lequel ils reviennent, de l'école ou de la crèche. Bref. Donc j'ai cousu ça pour lui, mais je les ai cousus en octobre, novembre, hein. Le temps que je vous en parle. Et ensuite, j'ai quand même cousu pour moi. Donc, on va commencer par les jupes. J'ai cousu des jupes. Alors, c'est le même patron que j'ai cousu 2 fois. Une fois en bleu et une fois en marron bleu, trop beau. Alors, ce patron, c'est la jupe I Am Cindy de I Am Patterns. Padam, qui est une jupe patineuse avec poche, taille haute. Donc jupe patineuse, c'est une jupe cercle. Donc quand vous tournez sur vous, tout le monde voit votre culotte. Hein. Voilà, I Am Cindy. Je cherchais un modèle de jupe ample, facile à coudre, avec un petit style sympa, et lui, tout ce que j'aime. Donc la version bleue, c'est ma version test, on va dire. C'est un faux daim que j'avais acheté il y a très longtemps. J'en avais acheté 3 mètres. Au coupon de Saint-Pierre. Je voulais me faire un short avec. Short d'hiver en faux daim. Mais en fait, c'est un faux daim qui est très souple. Très souple. Et donc pour un short, je voulais un short un peu structuré. Habillé, structuré, donc ça allait pas du tout. Donc ça faisait 3 ou 4 ans que j'avais ces 3 mètres de faux daim qui traînaient dans mon placard. Donc je me suis dit, ce sera parfait pour se coudre une jupe dedans. Vous voyez, elle est tellement souple. Il est super souple. L'avantage du faux daim, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de relais. Ça ne s'effleuche pas. Donc il suffit de couper proprement et on fait pas de relais. Pour une version test, c'est plutôt pas mal. Alors, cette jupe, elle est constituée de 3 panneaux pour le devant et 3 panneaux pour le dos. Et sur les panneaux devant, on rajoute des poches. Des super grandes poches, et ça c'est top. Donc elle demande beaucoup de tissu, facilement 2 mètres, hein, parce qu'elle est très ample, mais c'est ça qu'on aime. Je la trouve vraiment courte, donc il faut vraiment la rallonger. Et en termes de taille, il faut regarder l'endroit où vous voulez que votre jupe arrive, hein, taille basse, taille haute, en fin de compte c'est vous qui choisissez, même si de base elle est taille haute. Vous mesurez et vous prenez cette mesure, vous regardez dans le tableau quelle taille ça correspond. Donc le reste, hanche, machin, on s'en fiche, ça ne sert à rien. Il y a un poitrine, bon bah ça ne sert à rien, taille et bassin, donc faut vraiment regarder taille. Et à taille très petit, puisque ça c'est le tableau, j'ai dû couper la taille 44. Je fais plutôt un 38-40 dans le commerce. Et dans les patrons 44. Bon, en vrai, en fin de compte, on s'en fiche. Mais voilà, faut savoir que en fin de compte, elle va pas très haut. Ils disent 36-46, le 36, je sais pas trop qui peut le mettre. Hein. Cindy, du compte... le dressing de Cindy, qui avait participé à Cousu Main, a patronné cette robe en collaboration avec I Am Pattern. Elle a fait un live sur Instagram, je sais pas, il y a 1 ou 2 mois pour la coudre avec nous, et elle disait aussi que ça taillait petit, quoi. Voilà, c'est un peu le seul défaut de la jupe, je trouve. Donc voilà. Moi, en fait, je voulais qu'elle soit un peu taille entre le haut de mes hanches et ma taille naturelle, parce que j'ai une taille naturelle qui est quand même assez haute. Et je trouve que quand je porte vraiment les choses vous la voyez pas là, mais c'est pas grave, à ma taille naturelle, ça me fait... C'est presque sous mes seins en fait, ma taille naturelle, et ça me fait donc un tout petit torse, et c'est pas très joli je trouve.
Et j'ai pas l'habitude, j'aime pas trop ça. Donc je l'ai fait plus basse, donc c'est pour ça que je suis partie sur la taille 44, sinon j'aurais dû prendre une 42. Et on a donc un grand panneau devant, des panneaux côté avec les poches, et pareil, un grand panneau dos et 2 panneaux côté. Bon, alors c'est très facile à coudre, ça va très vite. Vous passez autant de temps à coudre l'ourlet qu'à coudre la jupe, j'ai envie de dire. Hein, parce que déjà on fait les poches. Donc on prend un panneau côté, on rajoute les fonds de poche, on monte les poches et tout. Et c'est là qu'arrive, je pense, le deuxième gros souci de la jupe, même si c'est pas très grave, c'est que les poches baillent. Quand vous portez votre jupe, surtout, plus le tissu est souple et plus les poches vont bailler. Vous voyez là ce que ça fait là? Ça baille là, boum, 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 au lieu de se tenir. Mais c'est logique, vu le patronage de la jupe. En fait, ce genre de poche sur une jupe patineuse, ça ne peut pas fonctionner. Enfin, ça ne peut pas fonctionner. Ça fonctionne très bien sur les tissus épais type jacquard qui se tiennent tout seuls. Donc cette jupe est aussi faite pour ce genre de tissu, c'est magnifique. Alors ça vous fait un volume, une taille très fine et un volume, c'est... Moi je trouve ça vraiment très beau. Donc sur ce genre de tissu, là, les poches se tiennent très bien. Mais sur le genre de tissu mou comme ça ne se tient pas. Parce que forcément, pour que ça se tienne, il faudrait que les poches soient toujours tendues comme ça. Mais vous voyez que en fait, la jupe au porté, le tissu fait des plis et il ne gondole pas, mais il tombe, on va dire. Donc forcément, je vais y arriver, hein. À cet endroit-là, lui, il n'arrive pas à... Il tombe aussi, comme l'autre, donc ça fait des poches, quoi, des boules. Donc pour un peu remédier à ça, parce que lui il tombait vraiment beaucoup, j'ai quand même fait un pli, hein. Vous voyez, j'ai fait un gros pli, mais même avec ça, elle tombe encore beaucoup. Donc voilà, faut le savoir, ça fait ça. Sur les tissus très très fins. Donc on monte tout ça, on assemble les côtés avec le devant, les côtés avec le dos. Donc on a un grand panneau devant, un grand panneau dos. On assemble ce grand panneau dos avec le gros panneau devant sur un seul côté, le côté droit. Et on laisse le côté gauche libre pour pouvoir y mettre une fermeture éclair invisible. Donc dans le patron, elle propose, enfin sa méthode c'est sur le côté où il y a la fermeture éclair, de coudre du bas jusqu'au repère de la fermeture éclair et ensuite de venir insérer la fermeture éclair. Moi je fais l'inverse, je couds ma fermeture éclair et ensuite je viens fermer le bas. Bon, je pense que les deux méthodes se valent et puis chacune fait bien comme elle a l'habitude de faire. Et ensuite on monte la ceinture. Donc la ceinture c'est sympa parce qu'il y a un côté qui est à fleur là et puis l'autre côté qui vient par dessus pour fermer avec un bouton, c'est simple, efficace et puis voilà. Donc bien sûr elle conseille de thermocoller la ceinture, que je n'ai pas fait, mais ma ceinture se tient car je l'ai triplée. Je sais pas si vous avez suivi ou pas, enfin ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, mais j'ai toujours des soucis avec les thermocollants. Je n'arrive pas à les... Enfin, j'arrive à les poser au fer, sans vapeur, en appuyant et pas en glissant, 30 secondes, machin. Mais au bout de... Dès que je commence à manipuler le tissu, le thermocollant se décolle. Je ne sais pas pourquoi. Alors est-ce que je choisis le mauvais thermocollant? Sûrement. Donc ce que j'ai décidé pour ce genre de... Alors en général je ne thermocolle pas mes cols de chemise et mes pas de boutonnage. Sur certains tissus il faudrait, on verra sur les réalisations suivantes. Mais tant pis c'est comme ça. Et par contre les ceintures de jupe là qui demandent vraiment d'être bien rigides pour pas se déformer et bien tenir, un peu plus compliqué de le faire sans thermocollant. Donc en fait je rajoute une troisième couche de tissu entre les deux, intérieur et extérieur, un tissu épais qui se tient. Tout seul, genre vous le posez, il tient debout. Une toile de coton très épaisse, une toile de jeans, des chutes. En fait, je prends toujours dans mes chutes. Et voilà, donc là, à l'intérieur, j'ai un troisième tissu qui fait que la ceinture tient bien sans thermocollant. Et je suis sûre que sur le long terme, j'aurais beau la laver, ça ne bougera pas. Alors que le thermocollant, au bout d'un moment, celui qu'on colle en tout cas, c'est logique puisque c'est un thermocollant, bouge. Voilà, donc si vous avez du mal avec les thermocollants, si vous n'en avez pas chez vous, c'est pas grave, vous prenez une chute de tissu très épais et ça fonctionne très bien. Donc on monte la ceinture, je n'ai pas du tout suivi sa méthode pour monter une ceinture. Moi je monte mes ceintures comme des cols de chemise. J'ai fait un tuto sur Instagram, peut-être que j'en fasse un pour YouTube. C'est une méthode très simple, très efficace, qui donne des finitions plutôt pas mal, facilement. Donc vous voyez, là. Alors en fait j'avais trop d'épaisseur de tissu, donc c'est pour ça que ça fait un petit bec pas très joli. Mais vous voyez, ça permet d'avoir
plutôt chaud. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je fais des surpiqûres doubles là. Je sais pas si c'est voilà. Donc ça nous fait une jupe et après il faut faire lourd les mots. Là je l'ai pas fait pour le daim et puis pour tout vous dire je suis pas très fan du tissu. En fait il crée beaucoup d'électricité statique. Rien entre lui, il se colle et il fait de l'électricité statique. Donc je voulais mettre une doublure antistatique. Au moment de coudre la jupe, ben, j'en avais pas. En magasin ils en avaient pas. Mondial Tissu, je sais pas pourquoi c'était encore la folie, on pouvait pas commander sur internet. Enfin bref. Je me dis bah, je vais la coudre plus tard, sauf que bon, je trouve pas que le daim soit d'une très belle qualité, il se froisse, il prend les plis, il prend la poussière, je suis pas très fan. Donc je suis même pas sûre de lui mettre une doublure, parce que je suis pas bien sûre de la porter. Là je la porte en ce moment qu'à la maison et encore c'est pas très agréable parce qu'elle colle beaucoup aux jambes. Mais sur la deuxième que j'ai faite, j'ai mis une doublure antistatique. Donc je vais vous parler de la deuxième. Dans cette viscose trop canon que j'adore. Donc cette viscose, elle vient des cotons de Léon. Donc c'est une amie qui a une copine qui a monté sa boîte. En fait elle travaille dans le magasin de tissu de ses parents avec son mari. Donc tous ensemble ils ont un magasin de tissu à Limoges qui s'appelle Touche à Tout je crois. Et là avec son mari ils ont monté on va dire une branche plus spécifique. Donc ils font de la vente en ligne que ne faisaient pas ses parents avant. Et c'est que des tissus bio, Ecotex, GOTS, machin, truc voilà. Donc bah, quand elle a ouvert sa boutique, il y avait une petite réduction, donc j'ai commandé. Et j'avais pris cette viscose, vraiment que je trouve vraiment très jolie. J'en avais pris 2 mètres, je crois. 2 mètres. Je savais que je voulais me faire une jupe avec. Cette jupe là, j'avais plus ou moins déjà fait la jupe en daim, donc je savais qu'elle m'allait et tout. Donc voilà. La viscose est vraiment canon. Elle est épaisse et elle se tient. Elle est vraiment pas fuyante, c'est vraiment... on sent qu'elle est de qualité quand même. Elle est bien épaisse, elle s'est cousue très facilement. J'ai pas eu de soucis à la couture. Et vraiment bien. Alors pour cette jupe, j'ai voulu remonter légèrement la taille. Parce que je trouvais que sur ma version en daim, la taille était peut-être un poil basse. Donc j'ai pas du tout redessiné les pièces de patron. Ah oui, elle est très courte la jupe. Ça se voit sur les photos, mais je vous le dis, donc il faut vraiment prendre la longueur la plus grande possible. Et puis rajouter encore des centimètres, hein, si vous voulez que ce soit décent. Que j'ai là comme pièce de patron. Donc déjà, après avoir fait ma jupe en daim, donc j'ai vu qu'elle était très courte. Et heureusement que j'ai pas fait d'ourlet sur la jupe en daim. Donc j'ai de base rajouté combien 2 ou 3 cm sur chaque pièce de patron. Oh, bah bien 3 je pense. Donc j'ai repris toutes mes pièces de patron et j'ai rajouté là 3 cm en bas. 2 à 3 cm, je suis très bien. Partout. Comme ça, de base, le patron est fait. Ensuite, on rallonge ou pas facilement. Et donc, j'ai voulu remonter la taille. Donc, pour remonter la taille, donc j'ai pas redécalqué une autre taille. En fait, vous continuez juste les lignes de couture. Les marges de couture sont comprises. Et il suffit de couper comme s'il n'y avait pas de marge de couture. Donc, vous recoupez ici, un peu plus haut ici, un peu plus là. Il suffit de 1 cm, même pas, 0,5. Et ça vous remonte la taille de 2 cm et ça suffit. Donc j'ai fait ça pour le haut. Et en bas, bah, j'ai fait pareil. Je voulais une jupe qui arrive sous le genou. Donc j'ai continué ici. Et j'ai recoupé comme s'il n'y avait pas de marge de couture. Enfin, je crois que j'ai rajouté 2 à 3 cm. Et voilà. Donc ça vous permet de varier hein, la hauteur de taille et la hauteur de jupe. Bon, faut pas rajouter 10 cm. Quoique, si vous avez l'œil, ça se fait bien. J'avais un peu plus de 2 mètres. Je me demande si j'avais pas pris 2,20 m. C'était limite, j'ai dû faire du Tetris dans mon coupon et j'ai des parties qui sont coupées dans n'importe quel sens qui ne respectent pas du tout le droit fil. Heureusement le motif se fait dans tous les sens donc on s'en rend pas compte. Mais voilà, si vous voulez faire une version sous le genou, faut plutôt partir sur 2,50 m. Hein. Ça consomme vraiment beaucoup de tissu, mais en même temps c'est ça qui fait le charme du modèle. Bon, je sais pas si je peux vous montrer le plan de coupe pour que vous voyez la forme La forme là, vous voyez, c'est vraiment... Après, je pense que si vous voulez la faire plus longue, on n'est pas obligé de continuer ces lignes là indéfiniment. Je pense qu'on peut faire un peu moins d'ampleur, c'est pas dérangeant. Donc j'ai fait un peu Tetris, après j'ai cousu. Alors là, les poches dégueulent moins parce que déjà j'ai mis un sorte de faux passe-poil. C'est du faux cuir, c'est plein, il n'y a pas d'épaisseur, hein, c'est juste un morceau de biais, je crois, de faux cuir que j'ai ouvert en deux, ouvert en entier et replié en deux et cousu comme un passe-poil.
seul problème, c'est que c'est de la très mauvaise qualité. Ça traînait dans mon stock depuis très longtemps. Et le faux cuir est en train de partir. Je crois que sur l'autre ça se voit plus. Bon, après en même temps, le tissu est tellement chargé que ça ne se voit pas. Voilà, là on le voit bien quand même. Hein. Mais ça rigidifie la poche et vous voyez, ça dégueule un peu moins. Ça fait juste un léger rebord. Mais ça dégueule pas comme l'autre. En fait, ce patron de jupe n'est vraiment pas fait pour les tissus extrêmement fluides. Ouais, il faut que le tissu se tienne un peu quand même, c'est plus joli. Donc j'ai fait ça. J'adore ces grandes poches, c'est fantastique. Je mets tout dedans, mon téléphone, des mouchoirs usagés, tout ce qu'une maman a besoin d'avoir au quotidien. C'est fantastique. Et puis bah l'ampleur de la jupe fait qu'on peut tout faire avec au quotidien. Vous pouvez vous asseoir en tailleur par terre avec vos enfants. Personne ne viendra votre culotte, il y a tellement de tissu, c'est fantastique. Hein. Elle est hyper pratique au quotidien quand vous avez des enfants. Entre les grandes poches et l'ampleur, c'est fantastique. Beaucoup d'ampleur, j'adore. Quand vous marchez, ça vole autour de vous. C'est... Oh là, vous avez l'impression d'être une... Enfin, moi j'ai l'impression d'être une princesse quand je porte ce genre de jupe. Voilà. Et j'ai mis une doublure antistatique. Ce qui fait que vous entendez le bruit qu'a fait. C'est je pense que c'est pas forcément le tissu qui fait du bruit, mais plus la doublure. Je vous montre ma doublure. Voilà. Donc la doublure, je voulais pas consommer autant de tissu que la jupe, donc j'ai réduit l'ampleur de toutes les pièces. Donc elle a un peu moins d'ampleur, mais elle en a déjà bien largement assez. Ça consomme un petit peu moins de tissu. Voilà. Je vous ai montré sur le plan de coupe, il faut juste un peu réduire la largeur des pièces et ça passe bien tant que en haut. Le principal c'est en haut, il faut que c'est exactement la même taille. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Donc tout est... Tiens, donc j'ai fait un peu plus courte forcément pour que elle ne se voie pas. Et tout est tenu par la ceinture. J'ai fait une bidouille au niveau de la fermeture éclair invisible, qui n'est pas extraordinaire, hein, mais pour l'intérieur ça passe bien. En fait j'ai cousu déjà la fermeture éclair invisible sur la jupe extérieure et ensuite je suis venue coudre. Donc j'ai fermé... Non, je sais plus exactement quoi j'ai fait. Et après je suis venue coudre ma doublure sur... Donc là c'est les marges de couture de la fermeture éclair. La fermeture éclair est ici, là. Et là c'est, vous voyez les coutures de la fermeture éclair. Donc je suis venue coudre ma doublure sur les marges de couture. Et après, donc ça m'a permis de fixer ma doublure au niveau de la hauteur et tout. Et ensuite, pour bien la maintenir et qu'elle vienne pas se mettre dans les dents de la fermeture éclair, je suis venue faire une surpiqûre ici. Là. Mais surpiqûre que je n'ai fait que sur les marges de couture de la viscose, pour que ça ne se voie pas à l'extérieur. Je sais pas si c'est très clair, je sais pas si c'est très académique, mais ça fonctionne. En bas, j'ai fait une bidouille, un peu n'importe comment. Voilà. Et j'avais fait... Non mais... Donc là, vous voyez, c'est le fermeture éclair. Donc j'ai monté ma fermeture éclair sur ma jupe. J'ai dit, je vais faire un truc nickel. J'ai rajouté un petit biais là pour finir le bas de la fermeture éclair. Donc là c'est la fermeture éclair. J'ai mis un petit biais, sauf qu'en fait, ça ne se voit pas du tout, parce que j'ai la doublure qui vient recouvrir tout ça. Donc voilà. Et vous voyez que ma doublure est fixée un peu à l'arrache sur le biais là. Je sais pas trop ce que vous voyez. Voilà, donc c'est sur ces marges de couture là que j'ai fixé ma doublure. Comme ça, de l'extérieur, on ne voit rien. Pas bête la guêpe. Je pense qu'on peut trouver des tutos sur YouTube de manière un peu plus académique. La doublure rajoute pas mal d'ampleur à la jupe. Je pense que sans doublure, elle tomberait un peu plus comme ça. Mais j'adore. Ça donne une allure et une classe, je me rappelle, mais avec pas grand chose. Je me suis acheté un body dans le commerce et puis j'en ai cousu que je vais vous montrer juste après. Je mettais ça avec un body et un gilet tricoté main et puis hop, roule ma poule, vous êtes paré à toute éventualité. Voilà, j'ai mis un gros bouton en bois parce que ça traînait et puis voilà. Et la ceinture, donc pareil, j'ai remis une triplure en tissu très épais. J'ai un tout petit peu changé sa ceinture, donc c'est une grande ceinture qu'on replie en deux comme ça.
moi pour pouvoir insérer mon tissu, en fait dans la jupe en daim, donc j'ai cette ceinture qui revient comme ça, et j'avais une triplure pas très épaisse que j'ai aussi repliée. Donc en fait j'ai 4 épaisseurs de tissu là ici. Sauf que là j'avais une doublure, une triplure assez épaisse et la viscose est plus épaisse, mais je vais jamais réussir à coudre quoi que ce soit avec 4 épaisseurs de tissu. Donc j'ai coupé ma ceinture en 2 morceaux que j'ai cousu par le haut et j'ai inséré en sandwich une épaisseur de triplure qui tient par le haut. Alors que si je mets une épaisseur avec le tissu qui vient en sandwich, en haut la triplure est pète. Voilà, donc j'ai juste changé ça. Ça change pas grand chose dans les faits. Et en fait j'avais tellement pas de tissu que ma ceinture intérieure est faite en 4 morceaux là. J'ai recoupé dans mes chutes parce que j'avais plus de quoi faire une ceinture. Bon après j'aurais pu la faire en voile de coton bleu marine, ça aurait pas été choquant. Cette jupe, j'en suis vraiment fan. Je l'ai déjà beaucoup portée. Et mon prochain projet que je repousse parce que je suis fatiguée et que j'ai pas beaucoup d'énergie pour coudre, c'est de faire cette jupe dans ce Betsy. Donc c'est un Liberty, je l'ai acheté à sa sortie parce que j'avais craqué, je crois que c'est le Liberty. Je suis pas sûre que ce soit le denim. Il y en a un autre qui ressemble. Et en fait, ça, ces fleurs-là, elles sont dorées. Elles brillent. J'en avais acheté plus de 2 mètres. Je me suis dit, je vais me faire un truc de fou là. J'avais craqué mon slip. Je n'ai jamais cousu parce qu'en fait, c'est hyper présent comme imprimé. Mais en fait, je vais la faire en jupe pour aller avec ce gilet. Regardez. En fait, il y a du vert dedans. C'est à peu près le même vert. Ça va être trop beau. Et en plus là, ça c'est de la viscose, mais ça c'est une petite batiste de coton. Donc je vous raconte pas l'ampleur que ça va avoir. La jupe va avoir une ampleur de dingue. Ça va être super. Et comme j'ai assez de tissu, je vais pouvoir la faire assez longue. Voilà. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte et en même temps je le fais pas. Regardez comme ça va être joli. Une petite jupe comme ça là qui part bien en biais. Et j'ai hâte de couper dans ce coupon qui traîne dans mon placard depuis vraiment très longtemps et qui est vraiment très beau. Faut que je m'y mette. En plus ça va aller vite quoi. Enfin vite. Oui quand même, c'est pas une chemise. Voilà. Donc mes jupes, gros coup de cœur pour ce patron. Quand on achète le patron, on a un patron d'un body en jersey qui est offert. Il faut que je l'essaye, il faut que je me couse des bodys en jersey tout bête. Voilà. Magnifique. Donc ça, je vais vraiment beaucoup porter. Il faut que je la prenne en photo pour la montrer sur Instagram parce qu'elle est canon. Et ensuite, j'ai cousu des bodys. Mais pas des bodys, j'ai cousu des bodys chemises. Donc le premier que j'ai cousu, je l'ai déjà montré sur Instagram, c'est celui-ci. Dans un tissu stragier. Et le patron, c'est le body Charlie de Apolline Patterns, ce qui est une vieille collection, je crois. En fait, j'ai craqué chez Apolline Patterns pour sa nouvelle collection. J'ai acheté une chemise qui a des découpes sur les manches avec des volants froufrous insérés dedans. Puis quand j'achète un patron chez une créatrice ou un créateur, j'aime bien faire tous ces autres patrons, même ceux que je connais pas forcément, pour vérifier qu'il n'y en a pas un autre. C'est comme ça que j'ai découvert le body Charlie parce que j'avais jamais entendu parler de ce patron, jamais entendu parler du concept du body chemise. Et quand je l'ai vu, je dis ah mais c'est la révélation en fait pour porter avec des jupes. La révélation. Donc je l'ai acheté et je l'ai cousu. Donc ça c'est le patron que j'ai fait en taille 40 sans modification. Donc le tissu c'est un... mais j'oublie toujours l'armure. C'est un jet de coton, je crois. Donc c'est une armure qui part un peu en diagonale. Je sais pas si vous verrez. Donc c'est un tissu stragier de leur collection, la deuxième collection 1. Nous en avons fait une cet été, qui était un coton soyeux, très joli, qui ressemblait à une viscose, vraiment canon. Et là pour l'hiver ils ont changé d'armure, ils ont fait un serge de coton si je dis pas de bêtises. Donc c'est une armure qui part en diagonale. Comme ça. Un peu plus épais, qui se tient un peu plus, qui ressemble plus à du coton en fait, dans des très beaux imprimés, des très jolies couleurs qui changent vraiment. Donc j'ai craqué sur celui-ci.
et il est assez souple pour en faire un body chemise. Je me réinstalle parce que le patron est très... alors ça se voit pas sur les photos comme ça, mais il est très ample quand même quand vous le portez. Là il fait pas ample parce que la culotte, le poids de la culotte le fait tomber, mais il est quand même... quand vous l'enfilez, voilà, il bouge beaucoup. Surtout que ça va être la partie patronage et modification de patron pour coller à la morphologie. J'ai toujours des soucis au niveau des épaules qui sont toujours trop courtes et donc qui m'empêchent de bouger facilement dans mes patrons, dans mes cousettes. Donc lui, je me suis dit, allez, soyons fous, je fais une taille 40 pour que la longueur d'épaule soit bonne. Sauf que je ne fais pas un 40 en haut, hein, j'en suis loin. Enfin loin, pas tant que ça, mais je suis plutôt menue, enfin frêle, on va dire ça comme ça. Et donc ça fait que tout est large. Tout est trop large partout. Donc ça se voit pas trop sur Instagram. Mais en vrai, moi je le trouve vraiment trop large. Et j'aurais pu faire 1 à 2 tailles en dessous sans problème en termes de largeur de manche, de largeur de corps. C'est vraiment très large. Surtout que le modèle veut ça, hein. Il y a des grosses fronces au niveau des épaules. Là. Donc c'est fait pour être large. Puis quand vous voyez les photos de Estelle, qui est la créatrice d'Apéine Pattern, c'est, excusez-moi, c'est large. C'est bouffant. C'est fait pour. Par contre la culotte j'ai coupé en 38 parce que les mesures me allaient et la culotte me va très bien. Ça me va très bien. Voilà. Par contre le reste, c'est pas ça. En fait pour faire simple, la chemise tombe en arrière. Tout le temps. Comme ça là. Qui est un défaut que je rencontre très souvent sur les patrons de couture. Il y a des patrons qui le font plus que d'autres. C'est un problème de patronage au niveau des hanches et des entours. C'est un problème pas forcément lié à ma morphologie. Plutôt plus global, on va dire. Voilà. Donc il est un peu trop large et il me tombe en arrière. Bon, je vais le porter parce que j'aime beaucoup, mais c'est pas le patron qui me sied le plus à ma morphologie. Alors, donc c'est une chemise hein, avec col de chemise et col, pied de col et col. Là j'aurais dû mettre une triplure dedans parce que le col, en plus je l'ai pas repassé, ne se tient pas du tout. Au moins dans le pied de col j'aurais dû en mettre un. Voilà. Des manches montées, enfin ouais des manches. Le dos a un joli empiècement là, avec des fronces. Et c'est monté en version chemise avec la méthode du burrito ou du... Oh, fourreau, le vrai nom. Donc ça fait des très jolies finitions. C'est pas une patte de boutonnage rapportée, c'est un repli là au niveau de la patte de boutonnage, hein, donc c'est un repli. C'est plus simple pour permettre de faire des beaux raccords quand on a un tissu qui le mérite. Et les manches, c'est poignées de manches, manches froncées avec cette fente. Je suis vraiment pas fan de cette fente qui fait vraiment un gros trou là. Pas très joli. Il y a une vidéo explicative sur le site si vous avez des soucis à comprendre. Moi j'ai dû la regarder 2 fois parce que je ne comprenais pas dans quel sens a rabatté la pâte de boutonnage. Donc je l'ai regardée. Enfin, c'était pas le sens, c'était la longueur de chaque rabat. Moi j'avais fait beaucoup trop grande. Et en fait je me dis que j'aurais peut-être dû garder ça, ça aurait fait une chemise un peu moins ample. C'est pas très gros quand même, hein, je trouve, hein, comme rabat. J'aurais fait un peu plus moi personnellement. Et pour le montage de la culotte aussi, j'ai pas compris parce que la culotte est doublée, il y a 2 épaisseurs de jersey. Donc, ce qui fait que les finitions sont top quoi, on voit aucune couture. Bon, on va parler de la chemise. Donc cette chemise, en fait c'est pas un type de patron qui me va parce que on va vraiment parler morpho. Donc j'ai le dos rond, le dos voûté, je suis bossue. Voilà, je me tiens naturellement comme ça. Et ce qui implique que quand on se tient droite, là, bien comme il faut, on a une ligne d'épaule qui arrive ici, on a une hauteur d'entournure équivalente entre le dos et le dos. Quand on se tient comme ça, et ben la longueur dos est beaucoup plus grande que la longueur devant, hauteur. La hauteur dos est beaucoup plus longue que la hauteur devant. Et le fait d'avoir le dos rond,
ça va, par rapport à ça, ça va agrandir la largeur dos. Hein. Tac, comme ça, puisque les épaules reviennent avant. Ça va rétrécir la largeur devant, parce qu'on revient vers l'avant. Et ça va changer la position de la ligne d'épaule. Et en plus, ça pose des soucis au niveau du col, parce qu'on a la tête en fait qui part en avant, donc on a souvent le col qui baille. Donc avec toutes ces données, un dos, le haut du dos beaucoup plus long et large que le devant, un patron qui a des fronces ici, n'est vraiment pas recommandé, parce que ça fait beaucoup trop de tissu sur cette zone qui devrait en avoir beaucoup moins. Que voulez-vous? C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, hein? Donc je sais que maintenant, les patrons qui ont des fronces directement sur les coutures d'épaule, il faut que je les évite, ça fait un énorme amas de tissu, hein, parce que je me tiens comme ça en gros, au lieu d'être comme ça. Donc là, il y a de la place pour que le tissu se répartisse, alors que quand je suis comme ça, il n'y a plus de place, hein, ça déborde de partout, ça fait des gros plis, c'est horriblement dégoûtant. Vous pourrez voir mes photos Instagram avec cette mention, vous verrez que c'est assez horrible. Alors par contre les patrons par exemple qui ont un empiècement ici et des fronces qui commencent un peu plus bas comme la Sun ou la Blue ou la Reina de Polinalis sont je pense plus portables parce que voilà, cette zone là, voilà, si l'empiècement est assez bas ça passe mieux, mais alors ceux qui ont les fronces aux épaules c'est à bannir pour ma morphologie. Alors comment je suis arrivée à tout ça? À force d'essayer mais surtout grâce à mon nouveau fantastique livre de couture en anglais. Voilà. Le guide complet du fitting. Tadam! Je l'ai découvert chez Mélina de In Panda's World, quand on parlait il y a assez longtemps. Je pense qu'il y a plus d'un an, elle l'avait acheté, elle en avait parlé brièvement. Une copine du tricoté me l'avait amené au tricoté pour que je puisse le feuilleter parce qu'elle l'avait et je me suis rendu compte que c'était vraiment le livre qu'il me fallait. Et là, quand j'ai essayé la chemise Charlie, la body Charlie, j'ai vu que ça n'allait pas du tout. Je me suis dit putain c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose là, c'est plus possible. J'arrivais au bout de ce que je pouvais faire, je voyais pas ce que je pouvais faire comme ajustement. Et donc je me suis rappelé de ce livre, je l'ai commandé. Et voilà, il est parfait. Sauf qu'il est en anglais, c'est le seul défaut. Donc j'avais déjà acheté ce livre là, enfin acheté, on m'avait offert à Noël il y a un an ce livre là, qui est très intéressant mais qui pour moi n'est pas complet et part un peu dans tous les sens en termes de mise en page et de sommaire. Pour retrouver une information là-dedans c'est très compliqué. En fait Sarah Veblen part mise en situation. Donc par exemple elle va prendre un type de vêtements et elle va expliquer les modifications à faire suivant votre morphologie, suivant un modèle, enfin un modèle humain. Donc par exemple là vous avez la tunique à découpe princesse, donc elle va montrer sur cette personne là, qui va être un peu forte, qui va être un peu comme ci, un peu comme ça, le dos un peu comme ci, un peu comme ça, et elle va montrer les modifications pour les découpes princesses sur ce genre de morphologie. Alors peut-être qu'elle va faire 2 morphologies, mais elle va pas toutes les faire. Donc forcément, si votre morphologie n'est pas abordée, n'est pas dans ce point-là, bah, vous avez un peu l'air bête. Et moi, ma morphologie, bah, je trouvais pas forcément ce qu'il me fallait, voilà. Donc c'est un peu le problème. Très difficile de retrouver des informations, je trouve, une fois qu'on l'a lu en entier, sur le coup, on dit tiens, j'ai un problème, mon tissu fait ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme modification? Le retrouver là-dedans, c'est mission impossible. Et puis les photos, c'est sympa, mais je trouve que c'est moins clair et lisible qu'un schéma, un dessin. Alors qu'elle parle de tout. Et elle a surtout le fantastique dictionnaire des plis. Alors, c'est moi qui l'ai traduit comme ça, on l'a peut-être pas traduit comme ça, elle. C'est ce que j'espérais en achetant le premier livre. C'est un dictionnaire des plis, c'est-à-dire mon vêtement fait ça comme pli, pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire. Alors, je vais le retrouver, hein. Pour moi, il était à la fin du livre. Voilà. The Wrinkle Dictionary. Le cas vous dit, voilà, votre vêtement fait ça, allez voir page tant, j'en parle. Votre vêtement fait ça, allez voir page tant, je vous donne les solutions. Magique, c'est magique. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus, hein. Voilà, et ben donc moi je suis exactement dans celui-là. Et donc en fait elle va partir plus. Alors elle parle de cas pratiques avec des vrais corps et. Des vrais corps,
comprends, et en termes de morphologie, mais surtout elle le montre en schéma sur des faux corps, quoi. Voilà. Et je trouve ça beaucoup plus clair, et elle parle vraiment de tout. Toutes les morphos pour tous les trucs. Donc c'est très intéressant, je ne comprends pas grand chose parce que je suis très nulle en anglais, donc je le regarde avec Google Traduction à côté et je retape toutes les phrases, enfin celles qui ont l'air de m'intéresser sous Google Trad, qui me les traduit. C'est un très très bon traducteur, j'en ai essayé plusieurs. Je vois avec les dessins que je suis plus dans telle ou telle morphologie. Par exemple, voilà, ça c'est exactement les problèmes que j'avais au tout début. Hein. J'ai commencé par ces petits, elle appelle ça des gaps, moi, je sais pas comment ça se traduit en français, moi j'appelle ça des becs. Le tissu là qui fait des becs, parce qu'en fait il y a un trop plein de tissu. Enfin, c'est pas forcément un trop plein. Au début je pensais que c'était un trop plein de tissu, mais en fait c'est pas du tout un trop plein de tissu. C'est que notre corps en fait est en 3D, hein, n'est pas une surface plane, et que le tissu va prendre des positions pour s'adapter au 3D du corps. Donc comme moi j'ai pas le dos plat parce que je suis pas droite, j'ai le dos qui s'arrondit, bah, le tissu pour pouvoir le suivre, bah, en fait il fait des pinces naturellement, c'est une pince le bec, sauf qu'elle n'est pas cousue. Mais en gros, il fait ça pour s'adapter au corps. Mais je pensais que c'était un trop plein de tissu. Alors c'est légèrement un trop plein de tissu, mais c'est surtout au fait qu'il faut s'adapter au corps tout rond, tout bossu. Donc elle parle des manches, elle parle du dos, elle parle du devant, elle parle de tout. Je pense qu'elle parle même des... Voilà, donc là c'est les pages toutes seules parce que je les ai beaucoup regardées. C'est voilà, mon problème, qu'elle explique vraiment très bien. Donc vous avez ce que je vous disais, le col là qui fait un trou. En général ça, bon moi je l'ai pas trop, qu'à trop de tissu. Le bec ici, et puis bah, le fait que ça remonte là, parce que ben, le dos est plus long, tout simplement. J'ai ouvert cette page, j'étais là, oh, alléluia. Non mais franchement, j'aurais pu avoir des petits angelots là, avec des cornemuses, des trompettes et tout ce que vous voulez, mais ça aurait été fantastique. Et donc grâce à ça, bah, j'ai pu faire toutes les modifications que je voulais. C'était fantastique, fantastique, fantastique. Donc par exemple, elle parle d'un fessier très cambré ou pas cambré, pas du tout cambré, et ce que ça va impliquer sur le tissu. Enfin sur le tissu, sur la coupe du vêtement, et comment faire ensuite pour le récupérer. Alors je suis quand même contente d'avoir lu celui-ci avant, parce qu'il est en français, et donc j'avais déjà les méthodes de modification de patron, les termes, je m'étais déjà quand même bien débroussaillée avec ce livre. Si j'avais eu que celui-ci directement, ça aurait été un petit peu plus compliqué à gérer. Donc les deux sont pas mal en français, mais alors il faudrait que celui-ci soit traduit en français, hein, parce qu'il est fantastique. C'est une bible, hein, c'est ma bible, je pourrais dormir avec. Ça m'a sauvé ma vie de couturière. Grâce à ça, j'ai enfin, je pense pour la première fois de ma vie depuis que je couds, plus de 10 ans, un vêtement qui me va vraiment bien. Et encore, j'ai un tout petit peu de modification encore à faire. Voilà, par exemple, les manches, là, les têtes de manches. Donc vous avez quand même une photo là avec quelqu'un, mais j'avoue on voit quand même pas grand chose. Et là vous avez les modèles où elle explique vraiment, vraiment très très bien quoi. Bref, ça a été vraiment une révélation ce livre. Voilà. Et en fait ce qui est assez intéressant c'est que elle va mettre par exemple des pro-tips, voilà, et des quick tips. Donc suivant si vous voulez le faire de manière rapide ou vraiment professionnelle. Et voilà, elle explique les têtes de manche, la morphologie. C'est fou qu'il soit pas traduit en français. Je pense que les maisons d'édition n'ont pas d'intérêt à traduire ça en français parce qu'il y a pas assez de public. Il faut quand même un petit budget pour traduire ça. Mais il est parfait ce livre, parfait. Et je pense que je n'ai même pas lu un 15e du livre et que je me rends même pas compte de toute la richesse du livre avec tout ce qu'il y a. Donc, au début, en fait, elle montre des exemples sur des corps. Donc, l'autre livre en français ne fait que ça tout le temps. Elle le fait qu'au début. Bon, bah, j'ai pas lu parce que ça m'intéresse un peu moins et puis j'ai pas du tout le niveau en anglais. Voilà. Très intéressant, à part les tailles de patron, de comment prendre ses mensurations. Enfin, je sais pas, elle parle de plein de trucs en vrai, je comprends rien. Mais voilà, si vous voulez, et ça aussi suivant nos âges, comment on se tient. La même personne à différents âges et comment ça, les seins qui tombent, le dos un peu bossu. C'est tellement intéressant. Tellement intéressant. Si vous cherchez un patron pour modifier un livre pour modifier vos patrons parce que vous avez des problèmes morphologiques,
c'est celui-ci qu'il faut acheter. Google Trad est très très bon, il a bien les tournures de phrases, j'avais essayé avec d'autres qui me faisaient mais n'importe quoi. Il y a certains termes qui traduisent très bizarrement, mais en général on comprend. Cette hauteur-là, il l'appelle casquette. Alors je sais plus comment c'est en français. Bon après, vous savez que vous êtes sur une emmanchure, donc vous comprenez ce que ça veut dire. Hein. Il y a 2-3 termes comme ça, il les traduit un petit peu mal. Je pense que ça va avoir un double usage. Mais voilà, vraiment super intéressant. Elle explique tout. La révélation. La révélation. Et vous allez voir que sur le deuxième body que j'ai cousu, mais en fait il faut pas grand chose pour que ça marche. Enfin pas grand chose. On se comprend. Donc je me suis dit, forte de ce livre et de tout ce que j'ai pu trouver comme astuce dedans, je vais modifier le body Charlie, je vais me faire enfin mon patron de base et roule ma poule. J'ai commencé à modifier le body Charlie. Et là je me suis dit, on va faire autrement parce que j'avais tellement de modifications à faire dessus que c'était même plus la peine. Je dis, ça sert à rien. Je vais totalement dénaturer le patron, je vais y passer des heures pour rien. Donc j'ai réessayé toutes les chemises qui m'allaient dans mon dressing pour repartir sur le patron qui m'allait le mieux de base. Et donc le patron qui m'allait le mieux de base, c'est la myosotis de Dirando. Les pinces poitrine tombent bien, la longueur d'épaule est bonne. La longueur d'épaule est bonne, je pense que c'est la seule marque de patron où la longueur d'épaule est assez longue et pas trop courte. Et je pouvais, c'est dans celui-là où je pouvais faire un maximum comme ça, parce que il y a plein de patrons, j'y arrive pas. Donc Dirando, quand même, pas mal, pas mal. Donc je suis partie de la base du corsage et je l'ai modifié pour avoir un patron de base de chemise, parce que je ne coupe principalement que des chemises, puis après c'est facile d'en faire une blouse, hein. Vous coupez sur le pli et puis vous avez une blouse. Voilà. Et je vais vous le montrer, c'est de pire en pire la lumière, il est même pas 4 heures, il fait noir. Je pense que c'est quand même un peu mieux comme ça. Alors mon patron de base, donc je suis partie de la myosotis. Et j'ai fait j'ai fait des modifications, mais je trouve pas tant que ça. Alors, j'ai fait le devant. Donc pince poitrine, j'y ai pas touché, elle me va. Elle est assez profonde parce que souvent ce que j'avais en souci c'est qu'elle n'était pas assez profonde. Donc là, profonde, donc à cette hauteur-là en fin de compte. Là, elle me va. Ça fait assez tissu. La longueur est bonne, la hauteur est bonne. Qu'est-ce que j'ai changé? Je sais pas dans quel sens je vais mieux. Donc j'ai coupé ici, là. Alors déjà de base, je l'ai remis droit et j'ai remonté l'encolure. Surtout ici, là. Je sais pas comment, là on voit mieux. Je sais plus. J'ai remonté l'encolure qui était un peu basse et surtout en fait apparent biais la myosotis à partir d'ici, donc moi je l'ai refaite droite. Et j'ai bien remonté pour qu'elle m'arrive bien ici. Ensuite, à une hauteur totalement aléatoire dans l'emmanchure, j'ai coupé. Et j'ai ici, j'ai mis 1 cm de moins. Donc j'ai superposé mes deux feuilles de 1 cm. Et ici, je les ai superposées de 2 cm. Non, c'est l'inverse. 2 cm ici, 1 cm ici. De toute façon, ça se voit là, vous voyez ici la superposition. Le but c'est d'enlever, en fait ici j'ai toujours trop de tissu là dans toute cette zone là, donc c'est d'enlever un peu en biais parce que j'ai une hauteur de torse qui est un peu plus petite et surtout j'ai les seins, cette zone là elle est plate en fait parce que j'ai les seins je sais pas qui tombent ou qui n'ont pas beaucoup de volume en haut, je ne sais pas. Cette zone là est trop plate et ça fait toujours le tissu gondole parce qu'il y a trop de tissu pour la zone. Donc voilà. Sur la chemise que j'ai cousue, je peux enlever un peu plus ici. Je pense que je vais passer à 3 et 2 cm. J'ai encore un petit peu trop de tissu mais pas grand chose. Donc ça c'est pour gérer ce problème là. L'emmanchure, je l'ai beaucoup recreusée, je pense qu'elle était plus comme ça, j'ai beaucoup enlevé. Alors j'ai pas touché ici, j'ai beaucoup enlevé ici. Hein, en fait, donc, le patron devrait passer ici là. Et moi en général il arrive ici. J'ai trop de tissu, donc à chaque fois j'enlève et je recreuse bien ici, là, toute cette zone là est bien recreusée. Il faudra peut-être que je le fasse encore un petit chouchouille de 2-3 mm, mais pas grand chose. Et ensuite j'ai travaillé la ligne d'épaule, donc moi mon problème que j'ai c'est que mes lignes d'épaule, comme j'ai l'épaule qui part vraiment en arrière, à part ici elle est bonne, et à part beaucoup trop en arrière. Donc j'ai pas touché ici, et ici j'ai enlevé 1 cm pour qu'elle revienne vers l'avant. Je peux peut-être enlever encore un petit peu ici.
un petit chouï-chouï. Et voilà, je crois que c'est tout. Après, un coup de droite. Et donc c'est tout pour le devant. C'est pas énorme, hein, en fin de compte. Et pour le dos, j'ai fait... ça c'est une jupe, je ne sais pas pourquoi elle est là-dedans. Et là je crois le dos. Une pince. Et ça m'a changé la vie. Je dirais pas, hein. Donc, j'ai rajouté 1 cm sur la ligne d'épaule. Hein. Vu que j'ai enlevé 1 cm sur le devant, je rajoute 1 cm pour que la ligne d'épaule arrive à mon milieu d'épaule et pas ici. Ce qui fait aussi souvent pour ça, c'est aussi souvent pour ça que les patrons, les chemises tombent en arrière, c'est que mon milieu d'épaule, comme mes épaules avancent, mon milieu d'épaule se retrouve ici et donc forcément ça fait vriller toute l'emmanchure et qui entraîne toute la chemise en arrière. Entre autres, hein, c'est pas que ça. Donc là j'ai rajouté 1 cm et j'ai rajouté, alors je sais pas si vous voyez l'ancien tracé là, ça c'est le tracé de l'emmanchure de la robe et tout ce que j'ai rajouté. Donc là j'ai rajouté 2 cm en plus ici et 1 cm en plus ici et ensuite je rattrape parce que la longueur d'épaule est bonne. Je pense que je peux rajouter encore un petit peu ici. Pas ici mais juste là dans la courbe. Et ensuite... j'ai le dos donc rond, donc il faut que je rajoute du tissu au milieu du dos là ici dans cette zone là mais pas au niveau des épaules et il faut que je sculpte le tissu à l'aide de pinces pour qu'il fasse pas ces fameux becs aux emmanchures, pour qu'il suive bien la courbe, hein. C'est comme ça, on fait des pinces pour qu'ils suivent bien la courbe et qu'ils prennent une forme 3D. Donc j'ai coupé ici là. Ici, j'ai laissé, enfin j'ai pas coupé en fait, je suis pas allée jusqu'au bout, j'ai laissé accrocher ici. Et ici, j'ai écarté de 2 cm pour rajouter assez de tissu. Et j'ai tracé une toute petite pince d'épaule pour voilà, sculpter. En général, c'est que ça tire au niveau des omoplates parce que ces omoplates sont un peu saillants. Donc on rajoute une petite pince d'épaule pour que le tissu prenne une jolie forme arrondie et pour qu'il y ait assez de place. Donc elle est toute petite cette pince, hein, elle est ridicule, mais ça m'a changé la vie. C'est 2 cm en plus ici et la pince ici. Alors, elle en parlait la nana dans son livre en français de ça. Hein. Elle disait qu'il fallait faire ça, mais j'avais pas passé le pas. Je me suis dit, oh, c'est pas une pince aussi ridicule qui va m'aider à mes problèmes de morphologie. Ben, en fait, si, elle avait raison. Il suffit pas grand chose des fois. C'est l'alliance de tout ça hein, qui fait que ça va bien. Et donc le col remonte, enfin reprend vraiment sa place ici parce que le dos a assez de tissu. C'est tout. C'est pas énorme. Hein. Et je pensais devoir changer les têtes de manche. Au niveau de la tête de manche pour recentrer le milieu manche. Et j'ai pas eu besoin. Ça me paraît un peu bizarre. J'ai pas touché en fait à la manche de la mieuse de tissu. J'ai juste allongé parce que c'est des manches courtes à la base. Mais j'ai laissé trop d'embus. J'ai beaucoup trop d'embus, j'ai 2 cm d'embus pour le devant et 2 cm d'embus pour le dos. Alors j'ai galéré à monter mes manches sans faire de fronce, donc j'en enlève 1 cm. Mais je pense que je vais encore légèrement modifier ma ligne d'épaule, donc je vais légèrement modifier mon milieu devant. Donc je pense que je vais raccourcir le devant et rallonger un peu le dos. C'est ce qu'elle conseille dans son livre. Pour rééquilibrer vraiment la tête de manche, que elle tombe vraiment, le milieu manche tombe vraiment au milieu de l'épaule. Alors après c'est hyper subjectif, on n'est pas à 2 mm près parce que je n'ai pas de... Pardon. J'ai pas de repère sur le corps, hein. C'est moi qui estime que je trouve que ma ligne d'épaule tombe trop en arrière, trop en avant, que mon milieu d'épaule est plutôt là, que là, que là. Il faut après réussir à doser. Donc j'ai fait tout ça sur le papier, un peu comme ça à l'arrache, sans trop calculer, enfin un petit peu calculé mais pas tant que ça, avec tout ce que j'avais pu déjà faire avant comme modification. Et après, alors j'ai fait une toile dans un tissu, une chute, j'ai vu que ça tombait vraiment bien. Et ensuite j'ai coupé ce beau tartan pour me refaire un body chemise. Voilà. Et il me va vraiment, vraiment bien. C'est pas parfait. Ici, là, dans cette zone-là, encore à retravailler un petit peu. Voilà, et on voit ici les pinces d'épaule. Ouais, c'est tout petit, hein. C'est minuscule. Hein.
Ce tissu, je l'ai acheté chez Mondial Tissu. On était tous habillés en tartan dans ces tons-là à Noël avec mes enfants et mon mari. C'était notre tenue de Noël. J'avais trouvé des chemises tartan à H&M. Donc je voulais trouver un peu le même en tissu pour mes coups de moi. C'est pas exactement le même, mais ça se rapproche et ça rendait bien. Puis en fait, j'adore le tartan. Ce trajet à lancer des tartans là, j'ai très envie de commander. C'est pas comme si j'avais déjà 150 tissus dans le placard. Donc c'est un Body Charlie qui n'est plus un Body Charlie, c'est un Body Charlie Myosotis. J'ai juste gardé la culotte du Body Charlie parce qu'elle me va bien, elle me va très bien, j'aime beaucoup. Voilà, alors j'ai mis un... Le tissu est un peu épais, je pense que c'est du 100% polyester ou pas loin, il ne se froisse pas du tout mais il est très agréable à porter. Il a un petit côté au toucher un peu flanelle lainage, très agréable, il se coud très bien. Et puis en fait, je sais pas pourquoi j'ai mis du bleu, mais en fait c'est du noir. J'aurais dû mettre du noir ici, ça aurait été plus joli. Et donc j'ai pas refait les pseudo poignées de manche de... J'en ai pas parlé ça de la Charlie. En fait elle nous fait faire une fente indéchirable avec un parement de fente là derrière. Mais j'ai pas eu... Ça fait un gros espace. Je vais peut-être fermer le bouton. Voilà. Et en plus, elle a dit le parement, bon bah, vous le cousez endroit contre endroit, vous ouvrez votre fente, puis après vous le retournez sur l'envers et vous repassez, puis c'est fini. Et en fait, c'est seulement à la toute fin du patron qu'elle dit, si jamais vous pouvez fixer votre parement de fente de poignet à la main. Mais si jamais, s'il bouge. Ouais, c'est moi qui bouge, le truc il est fixé nulle part. Je trouvais ça vraiment limite. Donc moi j'ai fait un repli pour qu'on ne voyait pas le surjet et je l'ai cousu tout autour là. Ça, j'ai vraiment trouvé ça limite. Et je trouve pas ça très très joli, quoi. Faire une fente de poignet, alors c'est pas une patte capucin, hein, mais c'est quand même pas hyper compliqué, quoi. En fait, c'est un biais qu'on fait. On pose un biais là tout le long. Et on fait juste une couture en haut pour faire le V. C'est pas plus compliqué, hein. Sincèrement, ça se fait bien. C'est quand même beaucoup plus propre. Donc j'ai mis un voile de coton parce que le tissu est quand même un peu épais, donc ça fait quand même beaucoup de surépaisseur ici ou dans le col. Ouais, c'est quand même plus propre. Hein. Pour que ça fasse pas trop d'épaisseur. Donc là, j'avais pas besoin de tripler le tissu, hein, parce qu'il se tient bien. Quoique le col, j'aurais peut-être rajouté une petite épaisseur, mais d'un tissu un peu fin, ça aurait été pas mal. Mais je tiens très bien. J'ai fait des fantastiques raccords de carreaux. Non mais regardez ça. On n'a pas l'impression que ça a été coupé. Et le côté, ça a été pareil. J'ai travaillé pour. Je continue de m'envoyer des fleurs. Alors forcément, le côté part en biais, hein, mais en bas, vous voyez, nickel. Alors, comment je fais? Il y a de la chance, mais il n'y a pas que de la chance. En fait, j'ai découvert cette méthode en cousant du Delphine et Morissette. Alors, Delphine et Morissette, il y a un peu tous les avis. C'est vrai que c'est pas à pas... C'est que du texte quand vous achetez le PDF et il y a des photos sur le blog. C'est un peu un digeste, mais elle a plein de bonnes petites techniques dedans qui sur le coup vous dites mais c'est quoi ça? Et en fin de compte, à force de le faire, vous dites ah ouais mais en fait c'est super intelligent. Donc elle a une petite technique très intéressante pour les fentes là, pour qu'elles soient bien réussies. En fait le principe c'est de... En haut vous alignez tout et puis plus vous approchez du bas de la fente, plus vous décalez un peu les choses pour que ça soit vraiment nickel. Et en fait, elle a surtout une technique pour les demi-devants. Quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit, mais elle s'est plantée, c'est pas possible, j'ai trouvé une erreur dans un patron. Et en fait, non. Elle vous fait couper les demi-devants au pli. Donc les marges de couture sont incluses, bien sûr. Elle vous les fait couper au pli. Et ensuite, elle vous fait recouper au niveau du pli. Et c'est magique, et c'est grâce à ça que vous avez des raccords presque parfaits. Parce que comme vous le coupez au pli, forcément, et en fait, en général, après, elle fait rabattre. Ou alors, elle met une parmenture, elle rajoute pas une patte de boutonnage. Ça doit dépendre de ses modèles, mais souvent elle fait rabattre ou une parmenture. Et donc, comme vous l'avez coupé au pli, votre truc il est forcément d'équerre au niveau du milieu devant, même si quand votre tissu est plié, même si ici ça se décale un peu, au niveau de la pliure c'est bon. Et c'est grâce à ça, maintenant je fais toujours ça pour mes milieux devant, je les coupe au pli et une fois que c'est coupé, je recoupe au niveau du pli. Et c'est magique. Et c'est grâce à ça. Bon après j'ai aussi fait attention en faisant mes boutonnières de bien aligner les carreaux en hauteur, mais au niveau de la largeur, alors au niveau de la largeur c'est la chance parce que j'ai juste rabattu une peau de boutonnage, je l'ai fait un peu à l'arrache et ça tombe en termes de largeur, le motif continue sans interruption, sans avoir une colonne plus petite que nous, donc ça c'est plutôt de la chance.
pourquoi j'ai plus de batterie. Mais en termes de hauteur, pour le coup c'est vraiment travaillé. Et les côtés, j'ai fait attention. En fait, je suis pas partie du mon emmanchure, parce que j'ai pas des hauteurs d'emmanchure pareilles. Je suis partie du bas de la blouse et j'ai aligné mon bas de blouse de haut avec mon bas de blouse de devant. Donc j'ai repéré qu'il fallait par exemple que je m'aligne sur une ligne jaune. Donc j'ai bien aligné et après j'ai coupé. Puis en cousant, bah, on met une épingle à chaque rayure, les jaunes, les noirs, les jaunes, les noirs, et on fait attention et ça passe. Tout simplement. Et j'ai un super raccord. J'ai oublié de parler de la culotte. Donc la culotte est doublée, ça je vous en ai parlé, ce qui fait des bonnes finitions à l'intérieur, hein, c'est propre. Mais je trouve que en termes de finition au bout là avec les pressions, c'est pas génial. Elle nous dit juste cousez une bande de propreté, fixez les pressions, merci, au revoir. Alors comment vous cousez votre bande de propreté, bah, vous savez trop rien. Donc moi j'ai cousu ça comme ça, c'est très moche. En plus les pressions commencent à partir, donc j'ai des bandes hein, de gros grains avec les pressions cousues dessus, c'est quand même pratique. J'ai pas besoin de les poser au marteau. C'est pas forcément très joli, c'est pas facile de coudre les pressions. Bon, c'est pour mon premier essai, j'étais pas très convaincue quand même. Je vais faire la mise au point, elle s'en va là parce que je tire dessus. Pour la deuxième, j'ai pas mis de bande de propreté, j'ai fait en surgelé la machine à coudre et comme mes pressions sont elles-mêmes sur une bande, bah j'ai cousu comme ça. Ça évite la surépaisseur au bout là, mais c'est pas joli. Et je trouve que pour avoir acheté un body du commerce et l'avoir aussi porté, le raccord là ici est trop en arrière. Faut vraiment... Je suis désolée, ça va être fort sympathique cette séquence. Faut vraiment aller chercher à l'entrejambe son dos, le tirer à fond devant pour pouvoir pressionner. Alors que le body que j'ai acheté du commerce, le raccord dos devant avec les pressions est beaucoup plus vers l'avant et on a beaucoup moins besoin de tirer dessus comme un gros forcené pour pouvoir se rhabiller aux toilettes. Donc sur les prochains, ce que je vais faire, c'est que je vais rallonger la pièce d'eau. 1 ou 2 cm, il faut que je regarde avec mon body du commerce. Et raccourcir la pièce d'eau pour que les pressions soient plus vers l'avant. Là, elles sont vraiment, vraiment derrière. Elles sont plus vers le fessier que vers l'entrejambe devant. C'est le seul souci. À part ça, nickel. J'avais des laminettes, parce que comme j'ai cousu des maillots de bain cet été, un maillot de bain, j'avais beaucoup de laminettes. Je coule la laminette à la surjeteuse et après je retourne et je fais un petit biais là, un petit zigzag. Ça j'avais fait cet été, ça m'allait. Et elle, j'avais vraiment plus du tout de jersey, mais je voulais quand même le coudre, donc ma culotte d'eau est en 4 morceaux. Mais ça passe tout seul. Voilà, et bah écoutez, j'ai plus beaucoup de batterie alors je vais me dépêcher. C'est tout, je vais encore me coudre des jupes et des bodys et puis des chemises et puis améliorer mon patron de base, donc voilà. J'ai été ravie de parler avec vous pendant je ne sais pas combien d'heures dans cette fantastique lumière dégueulasse et je vous dis à très vite. Je vais essayer vraiment de revenir un peu plus souvent, je dis ça à chaque fois, je ne le fais pas mais des podcasts qui durent 3 heures c'est plus possible, que j'ai pas le temps, ça me prend une après-midi entière. Je me dis une petite demi-heure toutes les 2 à 3 semaines, ça serait quand même plus pratique pour tout le monde. Je vous dis à très vite, amusez-vous bien et puis bah kiffez la vie quoi, hein. On s'en fiche le reste. Salut!